Chers traders et chers traders, bonjour et bienvenue pour ce Wall Street Insider donc du 4 novembre 2014. Je suis Romain Cap, analyste d'EliFX, c'est moi qui vais remplacer donc Vincent Gagne que vous retrouvez habituellement pour ce point. Vincent Gagne que vous pourrez retrouver donc à 9h15 tous les matins pour cette semaine pour le Good Morning CAC 40, et pendant ce temps-là, c'est moi qui assure donc ce Wall Street Insider qui sera un petit peu particulier aujourd'hui puisque j'ai voulu changer le format de façon à ce qu'il corresponde un petit peu mieux à vos besoins et à vos attentes. Ainsi, dans une première partie, j'analyserai donc les marchés, que ce soit le forex, les indices boursiers ou les matières premières, d'une manière purement factuelle, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir sur les marchés, d'un point de vue aussi bien technique que fondamental. Et puis dans un deuxième temps, je me permettrai de vous donner mon opinion, puisque finalement c'est aussi ce que vous attendez, c'est pour ça que vous écoutez les émissions d'EliFX. Donc je n'hésiterai pas à vous donner mon opinion, mes scénarios, ce que j'attends, mes plans de trading pour la suite donc de cette semaine. Donc avant de commencer, je vais juste faire une petite vérification de son et de l'image pour voir si tout fonctionne et qu'on puisse débuter cette session. Alors donc bonjour tout le monde, bonjour Luc, bonjour Amandine, bonjour Daniel 167. J'espère que tout fonctionne bien de votre côté pour que je puisse donc me lancer donc dans ce Wall Street Insider. Donc bonjour Benny Boy. Alors est-ce que je peux avoir un petit retour son et image? Ok, merci beaucoup Pablo. Donc voilà. Avant que l'on commence, un petit avertissement sur les risques, pour dire que bien sûr, négocier sur le marché de devises ou via des produits CFD comporte des risques élevés et que toute opinion et information de marché ne constitue en aucun cas des conseils d'investissement. Oui, alors donc comme je vous l'ai dit donc en début de ce webinaire, on va faire une première partie de webinaire pas trop longue, puisque pendant on va dire 10 minutes, un quart d'heure, je vais passer les actifs en revue et vous dire qu'il faut savoir et retenir d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue fondamental, une vue purement factuelle des marchés. Et puis dans un second temps, en deuxième partie de webinaire, je n'hésiterai pas donc à vous donner mon opinion, mes stratégies, tout du moins ce que j'escompte pour la suite de la semaine à venir, une semaine qui, on le sait, sera chargée d'un point de vue des fondamentaux, puisque on attend la BCE jeudi et les NFP donc vendredi. Donc pour cela, on va commencer, et puis bien sûr, surtout c'est le principe de cette émission, vous pouvez participer grâce à une fenêtre de chat où vous pouvez me poser vos questions et vos commentaires. Alors surtout, n'hésitez pas, je répondrai à l'ensemble de vos questions, et puis le but est aussi de rendre les choses interactives. Donc on va commencer tout de suite avec l'US dollar. Enfin le dollar américain, pardon. Hier on avait dit que on pouvait peut-être donc avoir une correction sur le dollar US. C'est ce qui s'est passé, cette fameuse résistance à 11 195, 11 190. Donc d'un point de vue purement factuel, chartiste et technique, ce qu'on peut retenir simplement, c'est que le dollar américain est toujours bien orienté à la hausse, que les pressions sont toujours haussières donc sur le moyen et long terme. Néanmoins, à court terme, ce que l'on peut noter, c'est donc cette fameuse résistance ici à 11 200 points qui correspond bien sûr à un objectif théorique donc d'une figure chartiste qui est le triangle ici par lequel on en est sorti par le haut. Voilà pourquoi les cours se stabilisent à court terme et provoquent un petit rebond, notamment sur les paires en dollars. Et pour cela, je vais passer tout de suite à l'euro-dollar puisqu'on voit que l'euro-dollar rebondit. Alors, voilà donc une présentation succincte de l'euro-dollar. On sait que la tendance elle est baissière, on sait que les pressions sont à la vente donc sur l'euro-dollar. On attend demain donc les chiffres du PMI en zone euro, ce qui pourrait apporter un petit peu de volatilité sur cet euro-dollar. Et le tout est de savoir ce que pourraient faire à court terme les cours. Donc ça ce sera pour après en deuxième partie, mais tout du moins ce qu'on peut noter à court terme, c'est que les cours bloquent actuellement sous une résistance, la résistance des 1,2540, que la paire oscille donc dans un petit canal haussier de court terme. On est en train actuellement de tester la borne basse, tiendra pas, je ne sais pas. Tout du moins ce que je note, c'est que sur le RSI pour l'instant nous tenons ici la médiane à 50, donc tous les espoirs de rebond sont permis, mais d'un point de vue factuel et technique, nous sommes sous résistance. Il y a des pressions à court terme ici donc sur l'euro dollar, donc
prudence si vous souhaitez trader l'euro-dollar tout de suite. Sur une autre paire, en dollars, le GBP USD, c'est un petit peu le même scénario, sauf que là on peut voir que les cours vraiment se neutralisent entre les 1,6030 et les 1,5940 dans un flat. Donc concrètement, la variation des paires en dollars pour l'instant à court terme, avant que nous ayons des statistiques qui arrivent dans le marché, eh bien dépendront du dollar et de la consolidation du dollar. Donc si vous pensez entre guillemets que le dollar américain pourrait consolider à la baisse, alors vous aurez un biais plutôt haussier sur ces paires en dollars. Toujours est-il que pour l'instant, sur le GBP USD à court terme, nous sommes sous des résistances, qu'il est peut-être trop tôt pour pouvoir acheter ces paires en dollars et que le timing est plutôt à la vente. Donc encore une fois, pour l'instant les cours du GBP USD se neutralisent. Je rappelle, en même temps que jeudi, en même temps que la BCE, nous aurons donc la publication de la politique monétaire donc au Royaume-Uni. Ce qu'il faudra savoir par rapport à cette réunion, c'est est-ce que la BCE va finalement calquer son message, son discours de politique monétaire sur celui de la Fed. Car on a remarqué quand même que depuis un certain temps, quelques mois maintenant, tout ce qui est dit donc du côté de l'autre côté de l'Atlantique est repris ensuite par la BOE. Donc est-ce que ce sera le même cas, la même chose jeudi prochain? C'est ce qu'on va voir, mais tout du moins à court terme pour l'instant les cours se stabilisent sur une zone de support et le dollar US donc est toujours sous résistance. Donc pour l'instant les marchés sont dans l'attente concernant le GBP USD. Concernant l'AUD USD maintenant, donc on sait qu'on a eu la publication des taux hier donc de la part de la RBA et de Glenn Stevens, donc aucun changement concrètement à noter par rapport à la politique monétaire là-bas en Australie. Donc simplement, qui dit aucun changement de ton et de politique monétaire, dit conservation du support et un range qui est toujours présent ici entre 0,8660 et 0,8850. Voilà pourquoi j'avais plaidé entre guillemets pour une tenue de ces supports à 0,8660. Donc là entre guillemets, ce que j'ai envie de dire, c'est que en ce début de semaine, le dollar australien était un peu sous pression, bien sûr, dans l'attente de la publication de la politique monétaire en Australie, que ces pressions de court terme se sont évaporées quelque part. Le discours a été clair et maintenant j'ai envie de dire que la variation de l'AUD USD revient un petit peu à la normale, et ce qui influera sur la variation de l'AUD USD, ce sera bien entendu, comme vous le savez, comme je le répète depuis le début de ce webinaire, ce sera donc la variation du dollar américain. Donc n'hésitez pas encore une fois à réagir à ce que je dis, à poster des commentaires, à poser vos questions. Je vais faire un petit tour sur le NZD-USD, puisque demain, pour ceux qui traitent le NZD-USD, il faudra faire attention car nous avons la publication donc, du NFP, entre guillemets, si vous voulez, en Nouvelle-Zélande, les taux, donc l'emploi, les chiffres de l'emploi en Nouvelle-Zélande, ce qui impactera forcément, j'ai envie de dire, le dollar néo-zélandais. Et jusque là, depuis le début de la semaine, on peut voir que quand même c'est la paire de devises qui souffre le plus, qui sous-performe le plus. Donc encore une fois, il faudra, si vous tradez les paires en dollars, il faudra bien choisir ces paires. C'est-à-dire que si vous voulez vendre les paires en dollars, alors il est vrai qu'une paire comme le NZD-USD par exemple pourrait faire l'affaire pour éventuellement anticiper donc une cassure des supports à 0,7690. Toujours est-il que je le dis et je le répète, le trading est une histoire de timing, et là, il n'y a pas de timing à la vente pour essayer d'anticiper une cassure. Pour cela, il faudrait éventuellement aller sur du court terme, voilà, sur du H4. Et pour l'instant, moi, ce que je remarque sur un graphique 4 heures, c'est simplement que nous avions fait une sorte de consolidation au sein d'un triangle sur le RSI, qu'on s'en échappe par le haut. Ça n'a pas créé le rebond suffisant, mais tout du moins, ça permet de conserver donc, les niveaux de support actuels. Donc, potentiellement, si vous avez un biais plutôt baissier sur le dollar américain, c'est une paire que vous pouvez acheter d'ores et déjà, puisque nous sommes sur des niveaux journaliers, donc des supports journaliers sur le NZD USD.
Ensuite, pour finir la série des paires en dollars, on va simplement s'arrêter sur la paire USD-Yen, la paire USD-Yen qui surperforme l'ensemble des paires des devises majeures. Simplement, ce qu'on peut noter ici, j'avais noté donc un objectif théorique ici à 113,80, 114. On corrige du fait simplement de la reprise de souffle, j'ai envie de dire, du dollar américain, mais toujours est-il que tant que les cours seront au-dessus des 112,50, eh bien les perspectives seront définitivement haussières sur la paire USD-Yen. Aujourd'hui, si je suis un trader et que je veux vendre cette paire USD-Yen, il faudra vraiment être précautionneux, attendre les bons niveaux, les bons timings. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas de résistance sur du daily. Il faudra vraiment se mettre sur des graphiques de long terme, sur du weekly par exemple, où là peut-être nous pourrons voir l'apparition de résistance, et je pense notamment au 114,65 voire 115,50. Et bien tout simplement, si vous souhaitez vendre cette paire USD-Yen et donc vendre le dollar américain face au yen japonais, eh bien soyez patient, soyez aussi prudent, et encore une fois, quand on trade à contre-tendance, ce qu'il faut avant tout, c'est non pas savoir s'il faut vendre ou pas, mais quand le faire. Et là, entre guillemets, quand vous voyez une tendance qui est aussi forte, il faut savoir se montrer patient et attendre précisément les points que vous souhaitez trader, parce que vous pouvez être quasi sûr que le point que vous aurez déterminé sera atteint. Voilà concernant donc les paires en dollars. On va faire un petit tour donc sur les indices européens qui sous-performent, qui subissent entre guillemets des petites prises de bénéfices sur le court terme. Pourquoi on va parler de prise de bénéfices? Simplement parce que je vais considérer que ces indices européens, dans leur rebond, dans le mouvement de leur rebond, ont atteint des objectifs de court terme, et notamment ici les 4250 sur le CAC. Concrètement, pour vous dire à quoi ça correspond et pourquoi les cours corrigent ici, eh bien nous avons quand même une confluence de résistance sur le même point, sur le même niveau. Les 4250, c'est les 61% de retracement de Fibonacci, donc de toute la dernière vague de baisse entre 4510 et les 3790. Ça correspond aussi, et celle-là, il me semble que c'est Thierry B dans le forum qui l'avait mise en lumière, cette oblique de résistance. Nous avons une oblique de résistance ici qui passe par tous les sommets d'octobre, donc ce sera une résistance potentielle qu'il faudra prendre en compte dans votre analyse. Toujours est-il que le CAC à court terme est bien orienté à la hausse au sein d'un canal haussier, qu'on peut éventuellement faire des stratégies de drapeau, donc avec ce mouvement en ABCD. Moi, ce que je remarque, c'est que pour l'instant, tant que les supports sont préservés, ici je pense notamment aux 4150 qui correspondent aux 50% de Fibonacci à la borne basse de ce canal, plus donc un support sur la zone de RSI, c'est potentiellement un point d'achat spéculatif dans le sens donc de la tendance et dans le sens du retournement de court terme. Voilà. Donc entre guillemets, pour l'instant, ça subit des prises de bénéfices. Vous pouvez voir qu'ici la correction, elle se fait de manière régulière et peu profonde. Voilà, donc peu de velléité finalement à la baisse, peu de conviction de la part des vendeurs. Donc concrètement, simplement le marché reprend son souffle, j'ai envie de dire, pour pourquoi pas remettre un élan de hausse par la suite. Mais en tout cas, si vous êtes vendeur ici à 4250, eh bien moi je vous encourage donc à mettre votre stop à zéro, voire prendre des bénéfices ici sur les 4150, parce que je vous le rappelle que ça fait peut-être mal à dire, mais les indices sont haussiers sur le moyen long terme, et on a quand même fait, je le rappelle aussi, si je prends un graphique weekly par exemple, eh bien un beau contre-pied ici il y a 3 semaines, et ça a été confirmé par la suite. Donc concrètement, par exemple, on va passer sur le SP500 juste après, mais quand on voit que nous sommes retournés donc sur les plus hauts annuels, sur les indices américains qui surperforment, c'est normal, eh bien on pourrait tout à fait envisager, pourquoi pas sur le moyen terme, j'ai envie de dire, un retour des cours du CAC vers les 4505. Mais en tout cas, pour l'instant, clairement, si vous êtes vendeur sur le marché des actions, il faudra être très prudent et pas trop gourmand, surtout.
Donc pas trop d'effet de levier puisque vous êtes à contre-tendance malgré tout. Et puis surtout, ayez une bonne gestion de vos stops. Ensuite, sur le DAX, ça va être un petit peu la même analyse, hein, simplement. On est toujours dans un canal baissier. Alors, par rapport, j'ai envie de dire, au CAC 40, alors on sait que le DAX superforme un petit peu. Comme le CAC 40 aussi, on a atteint un objectif à 9350, hein. C'est simplement l'objectif théorique ici de cette figure. On peut noter que effectivement la tendance s'est retournée sur le court terme puisque on est venu casser donc une oblique de résistance partant donc des plus hauts de septembre. Maintenant, est-ce qu'on peut encore espérer un nouvel élan haussier? D'un point de vue technique, factuel, tout plaide en faveur, oui, pour l'instant, d'une continuation de la hausse. D'un point de vue finalement du caractère de cette baisse qui est faible, de faible amplitude et qui est lente et régulière aussi. Et puis, bien par ces supports ici, et toujours ce canal haussier qui oriente bien la hausse en cours. Donc, entre guillemets, si vous voulez vendre cet indice DAX 30, il faudra à tout prix attendre une cassure de support, et ce support c'est les 9145. Autrement dit, tant que les cours oscillent au-dessus donc de ces zones de support, j'ai pas envie de dire que les ventes seront interdites, mais en tout cas c'est à vos risques et périls, et il faudra à tout prix bien entrer. Et quand je dis bien entrer, c'est attendre un point haut, un timing. On sait que le DAX évolue au sein d'un canal haussier, donc une résistance horizontale ne suffira pas, il faudra attendre absolument un excès haussier en direction de cette borne haute ici du canal, voire des 9550. Toutefois, petit bémol sur la hausse de l'indice allemand, c'est que moi je note simplement une sorte de figure d'élargissement sur le RSI. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut attendre, c'est un retour sur la médiane ici à 50, ce qui pourrait donc simplement créer une correction des cours en direction des 9150. Mais d'un point de vue chartiste, mais c'est du chartisme sur les cours, généralement ce genre de configuration ont tendance à casser par le bas. Donc on pourrait revenir tester la zone de survente sur le DAX. Tout du moins ça reste à confirmer par les cours. Cela ne présage de rien pour l'instant. Tout ce qu'il faut savoir, puisque vous tradez avant tout un prix, un niveau, tant que les 9150 sont en place sur le DAX à court terme, il faudra rester acheteur sur le marché. Ensuite, je vais conclure ce point par une petite analyse comparative entre le SP500 et le Nikkei 225. Je ne sais pas si vous avez pu lire le point que j'ai rédigé ce matin donc sur DailyFX. En tous les cas, je vais donc de ce pas m'y atteler. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que les cours du SP500 et du Nikkei se ressemblent. À la différence près, c'est d'un QE. Simplement, pourquoi? Parce que je note que ce soit sur le SP, alors je vais vous le mettre en plus grand. Voilà, comme ça. Donc le SP à droite et le Nikkei 225. Donc le Nikkei 225, c'est bien sûr l'indice japonais. Le JPN 225, voilà. Tout simplement, ce que je note ici donc en daily, c'est simplement cette configuration ici en triangle d'élargissement. Alors sur le Nikkei 225, on peut voir que cette figure d'élargissement a déjà été rompue à la hausse. Alors tout l'enjeu ici est de savoir est-ce que finalement le Nikkei est précurseur finalement de ce qui pourrait se passer sur l'indice américain SP500. Ce qu'on peut noter aujourd'hui, à l'heure actuelle, sans faire de prévision, ce qu'on peut dire, c'est que le Nikkei 225 ici à gauche a réussi à casser ses résistances et à déborder cette figure d'élargissement grâce notamment à la nouvelle politique monétaire au Japon, enfin tout du moins à la réaffirmation de la politique monétaire au Japon, avec donc l'augmentation de l'assouplissement quantitatif. A l'inverse, à votre droite, c'est un peu le match finalement entre l'indice boursier et le SP500. À votre droite, vous avez un indice, lui qui a subi à l'inverse, l'arrêt du quantitative easing 3 aux États-Unis. Donc ma question est la suivante, c'est si le Nikkei 225 devait être précurseur de ce qui se passerait donc sur les indices américains, que prépare la Fed? Voilà,
Ça, c'était donc mon fameux point d'ouverture. En conclusion donc, de ce point, je ne sais pas, toujours est-il que pour l'instant, le SP500 est sous résistance, sous ses plus hauts annuels. On sait que le SP500, il y a encore un petit potentiel haussier, puisqu'on sait que de semaine en semaine, le SP500 arrive à créer des nouveaux sommets historiques. Donc finalement, ça correspondrait bien à cette borne haute ici du triangle. Si jamais on revient ici sur cette borne haute, alors dans ces cas-là, peut-être que les ventes agressives seraient, tout du moins ce serait un point de vente agressif, mais il faudra faire attention à une potentielle cassure et pourquoi pas lors des NFP américains, c'est à voir, mais toujours est-il que tant que le SP500 reste sous sa résistance des 2020 points, eh bien on peut s'attendre à un peu plus de correction sur les indices européens et dans ces cas-là, peut-être retrouver des points d'achat donc sur les différents indices européens. Alors je vais passer un petit peu à vos questions. Donc Damn, que penses-tu de la moyenne mobile 326 en daily sur le UK 100? Oui, bien sûr Didier, je passe tout de suite après aux métaux précieux. Donc sur le UK 100, alors il faut que je retrouve mon graphique. Voilà, il est en bas. Donc, parce que j'ai plein de graphiques en même temps d'ouvert. Alors il me semble que c'est Adrian qui avait fait un superbe suivi sur le UK 100. Vous pouvez voir, mes graphiques ne sont pas à jour. Simplement ce que je note ici d'un point de vue, on peut faire ça. Je vais supprimer tous les éléments du graphique, comme ça on va partir d'une analyse neutre. Ce que je peux noter simplement, c'est que ici vous avez la fameuse résistance donc à 6900 points qui a été testé maintes et maintes fois dans le marché, et qu'ici vous avez simplement donc une sorte de résistance intermédiaire à 6580 points, et c'est vraiment the point pour le FTSE. Donc entre guillemets, tant qu'on est sous les 6580 points, et bien d'un point de vue factuel, chartiste et technique, et bien nous serons toujours dans le sens d'une correction. C'est-à-dire que pour l'instant, sous ce seuil-là, nous serons toujours baissiers. Par contre, il est vrai que si les cours venaient à franchir les 6600, on va dire 6600 points pour vraiment valider, et bien dans ces cas-là, on repartirait donc dans ce palier entre les 6600 et les 6900. Et pour l'instant, tant que les 6600 font résistance, eh bien, on peut dire que sur le moyen terme, les cours du FTSE seraient baissiers. Je dis bien seraient au conditionnel parce que ce qui me gêne ici, eh bien, ça a été la profondeur finalement de la correction et puis le rebond. C'est-à-dire que si je trace un retracement de Fibonacci, je vais voir un petit peu à quelle hauteur on rebondit les cours. Alors, excusez-moi, hop, ça ne va pas. Voilà. En gros, comme quoi parfois, et c'est ça qui est beau en analyse technique, c'est quand on arrive à faire conjuguer des niveaux de résistance avec des indicateurs, et bien vous voyez que les 6586, donc les 6500, donc 80, 90, etc., qui correspondent à ce niveau de résistance horizontale, donc les creux de août et aussi la cassure, avec la cassure d'octobre, eh bien ça correspond aux 61,8% de retracement de Fibonacci de toute la vague de baisse depuis les plus hauts annuels. Autrement dit, c'est bien ce que je vous ai expliqué, c'est que les 61,8 c'est le dernier rempart finalement des vendeurs. Donc si on venait à casser les 61,8%, eh bien les cours repasseraient pour éventuellement un cycle haussier ou tout du moins neutre sur le moyen long terme. Mais nous ne serons plus baissiers. D'accord, donc il faudra faire attention. Alors c'est un point de vente, c'est bien sûr que c'est un point de vente. N'oubliez pas que vous avez toujours un indice de référence, c'est le SP500. Vous savez que le SP500 est sous résistance annuelle, mais vous vous rappelez de cette figure d'élargissement. Donc le SP500 peut encore créer des nouveaux plus hauts à 2040, voire 2060, ce qui pourrait correspondre éventuellement donc aux 61,8% sur le FTSE. Donc potentiellement on arriverait sur un point de vente agressif, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé sur le Nikkei, certes avec un QE en plus, mais nous avons franchi ces résistances. Alors,
En gros, si c'est ce scénario qui se passe dans le marché, eh bien, il faudra se montrer peut-être un petit peu plus prudent à la vente. Alors ensuite, un petit point sur les métaux précieux et ensuite, comme je vous ai dit, ma deuxième partie de webinaire sur un petit peu mon opinion, ce que j'attends pour cette fin de semaine sur notamment les paires en dollars, car j'ai quelques petits scénarios sur l'euro-dollar, le GBP USD, mais aussi l'or. Et puis on verra ensemble et on en discutera aussi via donc le chat et les questions que vous me poserez. Alors sur l'or, bon, je vais d'abord dire un point de vue purement factuel et technique. Simplement, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'or, donc depuis finalement depuis 1 an, 2 ans et le début de l'année, est dans une tendance baissière. Que cette tendance baissière quelque part a été confirmée ici par des cassures de support successives et aussi par la cassure donc des 1180. Donc, d'un point de vue factuel et technique, eh bien, nous avons une cassure des 1180, un seuil psychologique important sur le marché, ce qui dénote une sous-performance donc de l'or, ce qui me fait dire que les pressions donc sont baissières sur le court terme et surtout sur le moyen long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile d'acheter une configuration comme celle-ci puisque nous étions dans un canal baissier, preuve un petit peu de la sous-performance de l'or. Actuellement, eh bien, nous avons franchi ce canal baissier donc à la baisse. Donc concrètement, ici, ce sera la vente qui sera privilégiée. Mais sans transition, eh bien, je passe donc à ma deuxième partie sur ce que moi je pense personnellement des marchés, mon point de vue et mes attentes, ce que j'envisage, puisque après tout c'est ce que bien sûr ce sera une opinion, ce ne sera que mon opinion, donc ce sera après à voir avec votre propre scénario, vos propres stratégies de trading. Moi ce qui me déplaît quelque part, je sais que l'or est sous-performant, donc quelque part c'est mon risque hein, sur le marché, mais néanmoins je suis quand même déçu finalement par la cassure des 1180 points, par finalement la façon dont a été fait cette cassure. Pourquoi ? Parce que moi je suis arrivé chez DailyFX donc il y a à peu près 2 ans et demi, et nous étions au-dessus des 1550. Alors ça n'a peut-être rien à voir, mais nous étions là et j'avais anticipé une cassure donc simplement en prenant une vente sur rebond, il me semble, je sais plus comment, bon, bref. Et j'avais anticipé cette cassure. Et vous pouvez voir qu'ici, lorsque ça casse des niveaux de support importants comme les 1550 à l'époque, qui sont un peu les 1600, les 1180 d'aujourd'hui, hein, si je mets un graphique weekly, vous allez tout de suite voir un peu la similitude finalement des configurations chartistes, c'est-à-dire que nous avons formé un triangle ici de top sous les 1900. Là, nous faisons exactement ce même triangle. Eh bien, un triangle comme ça, c'est un peu comme celui que j'avais identifié sur le pétrole, sur le WTI. Normalement, ça casse à la baisse. Ça devrait casser à la baisse, mais maintenant, est-ce le bon moment ? Est-ce que c'est maintenant que ça va casser ? Puisqu'on peut voir que quand même, sur un graphique hebdomadaire, la cassure n'est pas si franche. Or, quand l'or casse un niveau, quand il casse d'autant plus un niveau psychologique où on sait que le marché de l'or, c'est quand même des prises de position qui sont conséquentes par... Excusez-moi, à un moment donné sur un niveau de prix donné, eh bien, on peut être fortement déçu quant à la cassure des 1180. Nous ne sommes qu'à 15 $ de cet ancien seuil. 15 $ sur l'or, ce n'est rien du tout. Hein, c'est même pas la volatilité hebdomadaire sur l'or. Ça peut être la volatilité journalière intraday même, je dirais. Donc, prudent sur cette cassure des 1180 qui pour moi ne me convainc pas. Voilà, j'attendais un petit peu plus d'élan, un petit peu plus de force, de conviction à la baisse, hein, vraiment peut-être simplement des rachats des rachats de position. Il n'en est rien. Donc concrètement, moi ce que j'attends, et voilà, je passe comme ça à ma config en 4 heures. Ce que je remarque simplement, eh bien, c'est qu'il y a cette cassure des 1180 points, certes, qui a été confirmée d'un point de vue technique et factuel par donc cette deuxième bougie et donc cette consolidation des cours sous donc la résistance des 1180. Néanmoins, ce que je note, c'est une consolidation à plat
et un RSI qui forme une sorte de biseau descendant, figure impulsive. Pour l'instant, et c'est pour ça que je plaide pour moi pour un rebond, parce que déjà dans un premier temps je suis plutôt dans un scénario de correction sur le dollar US. Nous sommes dans une zone de survente ici. Alors je vais agrandir ce RSI. Nous sommes dans cette zone de survente. Donc on sait que quand on est dans une zone de survente et qu'on repasse déjà d'un point de vue technique au-dessus des 30, eh bien ça crée des rebonds. Hein, il suffit de le vérifier ici sur votre historique, vous allez voir, là on était passé en dessous des 30 pour toucher les 1180. Quand on a rebondi, quand le RSI est repassé au-dessus des 30, ça a créé un rebond. Bon, là nous avons un élément supplémentaire, c'est que quand même nous avons cassé les 1180. Toutefois, nous formons une sorte de biseau, ce qui nous fait dire que le RSI pourrait très bien revenir dans des zones ici de survente à 70. Donc concrètement, tant que les cours se maintiendront au sein de ce range de consolidation, eh bien je plaiderai pour une hausse, pour une tenue des 1160 ici, et je spéculerai à la hausse, et donc un retour des cours au-dessus donc du support à 1180. Voilà. Entre guillemets ici, encore une fois, comme je sais que je suis à contre-tendance, que je suis contre le rythme de marché qui est baissier ici, mon entrée sera importante, le timing sera très important, et donc c'est pour ça que je ne jouerai non pas une cassure donc d'une résistance potentiellement, mais simplement je viserai les retours ici, les retours sur support pour éventuellement jouer à la hausse. D'accord? Et moi, mon scénario, c'est que les cours reviendront clôturer au-dessus des 1180. Voilà, ça c'est pour l'or. Alors n'hésitez pas à commenter mes plans de trading si vous en avez aussi, ou poser des questions si vous le souhaitez, je suis là pour y répondre. Ensuite, mon deuxième scénario, c'est sur l'euro-dollar. Encore une fois, donc comme je vous l'ai dit, je suis plutôt baissier, tout du moins à court terme, hein, sur l'euro-dollar, et donc j'ai fait ce petit graphique ici en horaire, donc qui vous met les jours, donc ça c'est purement spéculatif, mais donc ce plan de trading plaide déjà pour une tenue donc de ce canal, ce sera en gros la condition pour le développement de tout ce scénario. Pourquoi donc j'anticipe une hausse sur l'euro-dollar? Parce que déjà dans un premier temps on sait que cela fait des mois que l'euro-dollar baisse, continue de baisser, et la semaine dernière ça a été pareil. Sauf que il y a une petite chose que je note par rapport à la semaine dernière, parce que je sais très bien ce qu'on peut me dire ici, cette consolidation haussière sous résistance au sein d'un canal haussier pourrait être un drapeau. Oui, ça peut être un drapeau. C'était ma vision des choses la semaine dernière. Parce que la petite différence qu'on peut noter quand même, tout de même, c'est que la semaine dernière, quand nous étions dans ce drapeau, ici nous étions sous une borne haute d'un canal baissier 4 heures. Or, ici nous avons atteint cet objectif et nous sommes d'ores et déjà sur la borne basse. Alors oui, il pourrait y avoir un petit drapeau ici donc de consolidation haussière pour viser un retour sur les 1,2440, mais si on revient toucher les 1,2440, alors je ne pense pas qu'il y aurait plus de potentiel, en tout cas à la baisse sur cette paire euro-dollar. Ce que je note ici, moi, c'est quelque part, et bien finalement, ce test positif des 1,2440 avec cette mèche et cette réintégration du canal, c'est plus haut, c'est creux de plus en plus haut, où finalement le réservoir d'acheteurs s'accumule petit à petit à court terme pour potentiellement viser un petit peu plus de hausse, donc en perspective donc de la BCE. Mais c'est à voir. Tout ça, ça passe par la tenue donc des 1,25. Ça c'est obligatoire. Il faut à tout prix que les cours tiennent 1,25. Et surtout, il faudra que les cours confirment par la cassure des 1,2540. C'est obligatoire. Ensuite, ce sera mon dernier scénario sur le GBP USD. Puisque vous savez qu'aussi en amont, donc juste avant la BCE, il y aura la BOE qui s'exprimera sur sa politique monétaire.
Donc on verra si finalement son discours va dans le sens aussi du discours de la Fed. J'avais identifié, en fait, j'ai fait ce graphique ici. En 1 heure, je vois une sorte de rounding, ce qu'on appelle un rounding bottom, c'est-à-dire quand vous avez des creux de plus en plus bas, ici dans cette première phase, et puis des creux de plus en plus haut dans un deuxième temps, avec une résistance horizontale. Alors pour valider ce scénario haussier de rounding bottom, parce que c'est une figure généralement c'est une figure d'inversion de tendance, de retournement de tendance, pardon, il faudra à tout prix casser donc les 1,60 25, 1,60 30. Voilà, mais en tout cas c'est le scénario que je surveille en amont donc de la BEE qui s'exprimera jeudi. Donc pour l'instant ça ne reste qu'un scénario spéculatif, comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'attends, tout du moins si les cours partent à la hausse, c'est ce que je jouerai. Voilà. Donc maintenant je vais passer à vos commentaires. Commentaire de la part de Martial: achat du DAX pour viser 9300 voire 9400 en extension, mais attention avec ces US qui sont sous les plus hauts historiques. Voilà, exactement, c'est ce que ça, c'était exactement, j'ai exactement la même analyse que vous, pardon. Il faudra faire attention. Donc je vais remettre le DAX pour avoir le graphe en image. Donc un achat à 9320, donc ce qui sera important quand même, parce que 9320 c'est 30 points sous la résistance des 9350. Donc pour moi le vrai support, il faut aussi savoir être un petit peu patient. Là il y a un temps de correction qui doit être donc respecté, je pense, sur les indices, malgré tout, même si on a l'habitude de les voir monter sans cesse. Quand même les temps de correction dans un marché doivent être respectés, et pour l'instant, dans la mesure où les marchés sont dans l'attente, on le voit bien avec cette petite correction, dans l'attente de la BCE notamment et des PMI demain en zone euro, peut-être attendre des niveaux de support un petit peu plus bas sur le DAX, pour moi aurait été mieux, mais pourquoi pas. Donc j'ai pas d'autres commentaires, alors allez-y, parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et là où vous recevez chez vous. Alors n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur mes plans de trading, mon point de vue, ou simplement d'autres questions sur les marchés en règle générale. Simplement, dans ces cas-là, en attendant vos questions, on peut aller faire un petit tour sur DailyFX pour voir ce que vous retrouverez donc aujourd'hui. Simplement, lisez bien donc le SSI, le Speculative Sentiment Index. On a quand même eu un gros changement cette semaine sur le Speculative Sentiment Index, puisque c'est la première fois depuis un certain temps que donc les traders particuliers sont passés à la vente sur l'or. Alors ça, je vous en ai pas parlé pendant que je faisais ma démonstration technique sur l'or, mais c'est vrai que des traders particuliers qui passent vendeurs sur le métal précieux plaident naturellement en faveur d'une hausse. Maintenant, ça ne reste qu'un indicateur et ce n'est pas parole d'évangile. Donc attention, mais tout du moins, c'est un argument que je mets dans ma balance. Alors, je vais vérifier vos questions s'il y en a. Donc, ok. Alors ensuite sur DailyFX, vous retrouverez donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le SP500 et le Nikkei troublante ressemblance. Donc je vous invite à lire cet article, ça peut vous ouvrir quelques perspectives, notamment sur ce qu'on pourrait attendre aux États-Unis de la part de la Fed et d'un point de vue aussi chartiste. Donc je vous ai mis donc le lien dans le chat. Ensuite, Vincent, il me semble que Vincent vous a rédigé un point sur l'AUD-NZD et le NZD-USD. Deux stratégies de breakout à appliquer ce soir. N'oubliez pas donc les taux de chômage donc en Nouvelle-Zélande qui devraient tomber. Il me semble qu'ils sont attendus bons. Donc prudence. Vincent vous a mis deux stratégies de trading éventuellement à donc optimiser. Mon scénario
de corrections régulières et de faibles amplitudes, les acheteurs veillent sur le CAC 40 et le DAX 30. Donc attention, si vous êtes vendeur, on peut à tout moment remettre donc une impulsion haussière avec donc les chiffres du PMI demain. Voilà. Vous avez aussi un très bon point panorama fondamental pour savoir ce qu'on attend en Asie, en zone euro et aux USA cette semaine d'un point de vue des statistiques. Leur impact est clairement ce qu'on attend de la part de Philippe Wechter, qui est le directeur donc de la recherche économique chez Natixis Asset Management. Donc aussi, si parfois vous trouvez que DailyFX est trop technique, eh bien Philippe Wechter, vous avez les articles de Philippe Wechter qui vous expliqueront tout sur les fondamentaux. Alors voilà, j'ai un graphique de Daniel 167 avec des fourchettes d'Andrews. Donc je suis pas forcément spécialiste des fourchettes d'Andrews, mais ici donc ce sont donc oui, c'est le DAX. Alors oui, cette fourchette me semble bien placée par rapport au point ici, au point haut, au point bas. Maintenant, après, est-ce que donc la médiane de la fourchette va réussir à soutenir les cours? Je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, vous avez l'air donc de utiliser Ishimoku. Ce que je remarque avec Ishimoku, c'est que vous avez des résistances ici, hein, avec la SSA et la SSB. Et deuxièmement, ce que je remarque, c'est que vous avez toujours une lag in span qui est en dessous les cours. Donc quoi qu'il arrive, quelque part la confirmation donc de la haussière passera forcément donc par la rupture de la lag in span des cours. Donc pour l'instant, moi ce que je remarque sur votre graphique, c'est que on est soutenu à court terme, certes. Nous avons des niveaux de support ici, hein. Donc ça doit être les 9145 d'ailleurs, 150, mais pour l'instant la hausse n'est pas confirmée. Alors Tony, que penses-tu du gaz? Personnellement, j'ai pas vraiment d'avis sur le gaz parce que c'est un actif particulier. C'est un actif sur lequel je n'ai pas beaucoup d'historique, moi, sur ma plateforme, hein, je peux vous le montrer. Mais on peut y passer, hein. Je sais que le gaz a fait une belle impulsion haussière, que Nicolas Charon suit cet actif de très près. Donc si vous avez des questions donc, sur le gaz, eh bien n'hésitez pas donc, à interpeller Monsieur Charon sur Twitter ou encore sur le forum DailyFX. Il se fera un plaisir de vous répondre. Toujours est-il que si vous souhaitez donc un point de vue de ma part, eh bien c'est que pour l'instant nous arrivons donc vers des niveaux de résistance, tout du moins les plus hauts du mois d'octobre. Donc si vous êtes à l'achat, pardon, peut-être qu'il faudra donc penser à prendre des bénéfices, une partie tout du moins, entre les 4,25 et les 4,15. Ici. Voilà, vous avez la plateforme web et vous avez également la plateforme Trading Station que vous pouvez télécharger. Voilà. Enfin, je vais conclure ce Wall Street Insider qui a quand même duré 42 minutes actuellement. Sur le pétrole, puisque c'est vrai que je voulais vous faire l'alerte hier, mais j'ai pas eu le temps, donc je l'ai simplement tweeté. Le pétrole donc qui a cassé à la baisse donc les 9000, les 79. Ça avait été anticipé par DailyFX. Maintenant qu'on a cassé donc ces 79, qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau? Donc vous avez un objectif qui est théorique, qui est donné par cette configuration de chartiste, hein, c'est 5%. Pardon. Simplement donc la hauteur donc de ce triangle reporté au point de cassure, hein, ici, donc ça vous donne un objectif à 74,60 et 74,50 pardon, et c'est vraiment un niveau que j'aime bien. Pourquoi? Parce que si on passe sur un graphique weekly, hein, on va passer sur un graphique weekly, les 74, 60, 90 eh bien, correspondent parfaitement donc, au point bas donc, de 2011, entre guillemets le range, le bas du range, vraiment l'extrémité du range, qui est en place sur le pétrole depuis maintenant 3 ans.
plus de 3 ans même. Donc c'est un objectif qui à court terme m'attire. J'avais placé un deuxième objectif. Le premier objectif théorique c'était ici, donc c'est en fait simplement le report de une demi-fois la hauteur, hein. C'est tout bête. Et j'avais tracé ce canal, pardon, mais ce canal semble céder. Donc concrètement, si on n'arrive pas à tenir aujourd'hui les 77-20, eh bien je pense que simplement les cours iront tout doucement, mais gentiment et sûrement, en direction donc du support à 74,60, 74,90, qui sera donc le vrai point d'achat pour ceux qui souhaitent jouer le range, ou de prise de bénéfice pour ceux qui ont accompagné donc ce mouvement baissier et les recommandations de Daily FX. Voilà, donc je vous remercie tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Vous étiez un peu plus de 250 personnes, donc merci beaucoup. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Quant à moi, vous me retrouverez donc tout de suite sur le forum Daily FX ou sur Twitter. Je vais vous laisser tout de suite mon adresse Twitter dans la fenêtre de chat si vous ne l'avez toujours pas. Et puis je vais continuer à vous poster des analyses et donc mes points de vue donc sur ce que je pense des marchés sur le forum DailyFX. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à tous, de bons trades, soyez prudents comme d'habitude, n'utilisez pas trop un effet de levier trop important, gérez bien vos positions, n'oubliez pas les stops. Merci beaucoup Luc, merci Parfil, merci Pablo. Je vous dis à demain donc pour un nouveau Wall Street Insider, et puis bon après-midi à tous.